Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue le cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Dame Lipasco, qui est là pour nous accompagner et nous apprendre plein de choses. Comment vas-tu, Li? Je fais de mieux en mieux, comme on dit dans le métier. Exactement. Tu sais que j'ai fait, je suis en train de faire en ce moment une série de vidéos que j'ai orientées sur l'auto-hypnose. Et donc, depuis Émile Coué, je remonte au fur et à mesure avec différents auteurs, je trouve, qui ont marqué le monde de l'auto-hypnose. Donc, Coué dans un premier temps, Leslie Lecron dans un deuxième temps. Après, je suis passé à Bennett, j'allais dire Bennett, mais c'est pas Bennett. Bon, bref, au prof de Roy Hunter, là, Charles Tébet, tu vois, Tébet. Ah oui, oui. Thérapie répartie, surtout, oui. Ouais, alors ce qui est marrant, c'est que dans sa forme d'auto-hypnose, Oui. il le fait très peu, la notion des thérapies des parties. Parce qu'à mon avis, il était parti de postulat que c'était trop compliqué. Tu sais, en auto-hypnose, au départ, il faut quand même un certain cheminement pour commencer à maîtriser un petit peu le travail. Et justement, tu vois, dans tout le cheminement que je fais, après, je passe à Gil Boyle, après, je parle un petit peu de Calbanian. Et là, aujourd'hui, j'ai fait José Silva, j'ai fait Preston et Jagger. Et en fait, ce qui est amusant, c'est de te rendre compte que Silva, tu te souviens qu'on avait vu qu'il avait été élève de Lecron. Donc, oui. il a été élève de Lecron. Et tu te souviens qu'à un moment, on s'était amusé à prendre un livre de Lecron sur lequel on avait regardé. J'avais fait un parallèle avec les trois logiques qu'avait José sur les intentions qu'on pouvait poser, etc. Tu te souviens de ça ou pas? Attends, les trois logiques, il faut que tu te... Attends, je vais récupérer ça. Je m'appelle, on a regardé justement ces études en hypnose, le fait qu'il était... C'était ce livre-là, et où les trois logiques qu'il avait données sur le stress, c'est culpabilité, perte, routine. Ah, pardon, oui, les trois grandes raisons de stress, ouais. oui. Et tu te souviens qu'on était allé du coup sur ce bouquin-là où je t'avais dit quand je l'ai lu, tiens, c'est marrant, ça me fait penser à José. Mais du coup, vu que Leslie Lecron, c'était le prof de José, c'est normal que derrière, ce qu'on a lu et ce qu'on a étudié en se disant « Ah, bah, ça ressemble quand même à ce que disait José », c'est normal parce qu'à mon avis, Leslie Lecron, il a enseigné plus ou moins ça à José Silva. Voilà, donc ça, c'est rigolo. Et au fur et à mesure là, que je fais ce cours, donc depuis la méthode Coué jusqu'à aujourd'hui globalement, on voit comment le de mieux en mieux, il a évolué, comment la logique de Coué a évolué. Tu sais qu'au départ, Coué, il y a un élément qui est particulièrement intéressant, qui est de dire que il n'y a pas besoin de mettre d'attention, tu dois avoir une répétition mécanique. Et tu vois, le fait de dire tous les jours de tout point de vue, je vais de mieux en mieux, le dire 20 fois matin, 20 fois soir, c'était la manière dont Émile Coué conseillait de faire de l'auto-hypnose. Il n'appelait pas ça auto-hypnose, mais l'équivalent. Et c'est nous, au fur et à mesure du temps, les générations qui ont suivi d'hypno, qui ont mis une conviction. Et quand tu vois, tu dis de mieux en mieux aujourd'hui, c'est à la fois le côté mécanique de Coué, mais en même temps avec l'ensemble du travail a posteriori, donc les décennies qui ont suivi, où on met une intention et une émotion dans la réponse que l'on va donner dans un mieux en mieux. Et je trouve que c'est amusant de voir comment l'auto-hypnose a complètement évolué, s'est structuré. Ce que je disais dans le cours que je faisais, c'est que en fait, tu t'aperçois qu'un José Silva, lui, ce qu'il a fait de spécifique par rapport aux autres de l'auto-hypnose, c'est d'avoir créé un système préétabli avec des techniques qui sont posées. Des techniques pour le sommeil, des techniques pour les maux de tête, des techniques pour la douleur, des techniques pour plein de choses. Et ça, c'est un des seuls systèmes d'auto-hypnose de ces années-là. Là, moi, je reste surtout dans les années 60-70, hormis Calbanian, parce qu'il est un peu particulier ce qu'il proposait. Tu t'aperçois que c'est le seul système qui était travaillé avec un ensemble de techniques bien définies pour le sommeil, pour tel truc. Sinon, pour le reste, c'était souvent créer de la suggestion en fonction de votre problématique et de la définition d'objectifs que vous avez. Et ça, je trouve que c'est particulièrement intéressant et voir comment ça a évolué depuis qu'on a eu la méthode Coué. Oui.
Alors, nous, du coup, on continue à travailler donc sur le dimanche matin du cours avancé. On était à la moitié de la partie 1, à la partie 1, et on était passé donc sur la démonstration au niveau médical où ça n'avait pas pris comme il voulait. Et après, on était allé sur la méthodologie du contrôle de l'esprit et de la programmation mentale, où on était sur la visualisation et la projection. La programmation implique de visualiser une intention ou une idée et de la transférer à un individu. Programmer signifie visualiser ce que vous voulez qu'il reçoive dans les cellules cérébrales, disons, transférer cette information et il l'obtiendra. Donc, c'était sur ça qu'on s'était arrêté. Un des points, justement, j'en profite, qui est intéressant à se rendre compte, c'est que tout le travail de visualisation et d'imagination qui est particulièrement posé par José, c'est aussi un des points spécifiques de José. C'est-à-dire que tout le monde en auto-hypnose ne propose pas de visualiser. Il futurise un peu, imagine-toi quand tout ira bien, un peu comme on le fait en coaching, mais la notion de vraiment se poser, visualiser, donc rappel avec le passé ou imaginer création à partir de rien du tout, c'est vraiment quelque chose que José a, lui, énormément appuyé et mis en avant. Et dans cette période-là, on parle des années 60-70, c'était pas quelque chose qui était particulièrement proposé. Je dis pas que ça ne se faisait pas, hein, qu'il l'a inventé, mais lui, c'est vraiment un de ceux qui l'a beaucoup, beaucoup appuyé. Et là, on voit que pour la programmation, il passe par cette notion, visualiser ce que vous voulez que reçoive l'autre à un moment donné. Oui, mais il a toujours dit la visualisation et l'imagination sont les deux facultés de génie. Point. Exactement. Oui. Exactement. Mais tu vois, c'est marrant parce que à force là d'avoir relu plein d'ouvrages sur l'auto-hypnose, tu t'aperçois que chacun avec ses trucs. Tu vois, on va avoir, chaque auteur avait une notion qu'il mettait en avant. Par exemple, Le Cron, il a structuré les choses. Et Tebetz, qui est venu quasiment après, il a pris la structure de Le Cron et il a rajouté l'émotion. Il a dit, il faut que quand vous fassiez quelque chose, vous créez une émotion. Et tu t'aperçois que chaque hypno a rajouté des éléments à la manière de structurer l'auto-hypnose. Et c'est intéressant que José, lui, il se soit formalisé. Et tu vois, ça m'a fait réfléchir à me dire, mais comment ça se fait que lui, dans sa construction, la visualisation et l'imagination ait pris une place si importante dans son travail. Et ça, mine de rien, avec tout ce qu'on a étudié, on n'a pas de raison particulière. Il a décrété ça à un moment ou à un autre, mais comment ça lui est venu, cette notion de visualisation? Alors, hormis peut-être, tu vois, se dire, tu sais, le moment où il veut arrêter la psychologie, il s'endort à moitié, il est en transe et d'un coup, on lui dit en gros, t'es gentil mais continue. Ou les images qu'il a eues des numéros du loto qu'il a eu. Oui. Est-ce que c'est ça qui aurait été un déclencheur pour lui à un moment donné à se dire, visualiser les choses, imaginer les choses peut faire que ça advienne ou ça devienne? Je ne sais pas. J'aimerais bien savoir le déclencheur, tu vois. C'est clair quand même que lui et tous ses enfants sur lesquels il faisait des expériences, il était très, très visuel. C'est net et clair dans tout son travail. Mais il a quand même inclus les autres sens pour les gens qui ne sont pas hyper visuels. Quand même. Il a compris que pas tout le monde était comme lui. Mais voilà. D'ailleurs, juste là, si tu dis, OK, ce que lui a contribué à l'auto-hypnose, c'était la visualisation, mais en même temps, on est en train de parler de programmer. Alors, nous, normalement, quand on dit je vais programmer, on parle de soi-même. On parle de faire le miroir de l'esprit, de fixer son intention, etc. Mais lui, il dit, donc, tu crées une image de ton intention et tu le transfères au sujet. Mais là, il ne parle pas d'objectivement. Il parle de subjectivement. C'est ça. Alors, pour moi, je crois que José, c'est une des rares personnes qui a introduit l'idée de télépathie dans des techniques hypnotiques. Complètement. Télépathie, n'est-ce pas? Ouais, en fait, tu vois, là-dedans, alors, j'ai encore plein de boulot à faire, mais là, jusqu'à présent, j'en ai fait 9. Tu vois, j'ai fait 9 petites vidéos, 9, on va dire, j'ai résumé 9 travaux que j'ai trouvés pertinents.
Et peut-être, hormis Calbanian, qui a créé un truc un peu particulier avec son Seven Pass, et Jagger qui a, lui, un truc aussi un peu spirituel avec ce qu'il appelle subliminal thérapie, et avec ce qu'il appelle le centrum, donc en gros parler à une partie élevée, éveillée de soi. En gros, l'intelligence supérieure dont parle José, Jagger, lui, il l'a dans un peu différente, mais tu vois, il existe aussi dans son cheminement. Par contre, le fait de dire on va utiliser l'auto-hypnose pour autre chose que pour nous-mêmes, j'ai pour l'instant pas lu, ou sinon on se retrouve dans un cheminement un peu à la Dalk-Energy ou à la Joseph Murphy, où on va revenir. Alors, j'ai pas envie de parler de loi d'attraction, mais tu vois, cette espèce de pensée créative. Tu vois, pensée créatrice. Basé sur auto-hypnose ou état trans, etc. Non. C'est pensée positive, quoi. Oui, c'est ça, c'est pensée positive, pensée créatrice, je sais pas comment on pourrait le nommer. Mais José a vraiment cette spécificité-là qui est, c'est intéressant de se dire, on a vraiment une programmation hypnotique, une logique hypnotique, un cheminement hypnotique, et là, on ne peut pas le nier, ça fait X semaines qu'on vous en parle avec ce cours avancé, et où lui-même met les comparaisons. Et effectivement, sa spécificité, c'est se dire, cette transe qu'on utilise tellement pour nous, elle peut être associée à quelqu'un d'autre. Et alors, c'est rigolo, je regardais, moi j'aime bien les animés des mangas, donc j'aime bien regarder ces trucs-là, et j'en regardais un il n'y a pas longtemps, et il y a un truc qui a été dit dans l'animé que j'ai trouvé hyper intelligent, où c'est un animé de sport, et à un moment, le héros, il dit, peut-être qu'en fait, quand on joue ensemble dans l'équipe, il faut faire confiance à la transe de l'autre. Et j'ai trouvé ça hyper pertinent, tu vois, faire confiance à la transe de l'autre. Se dire, un peu comme nous quand on est hypno, dire, on le met dans une transe, quoi, on l'oriente dans sa transe et on propose des suggestions. Nos suggestions fonctionnent pas, mais j'ai trouvé que cette notion de dire aie confiance dans la transe de l'autre, dans sa capacité, en fait, dans ses potentiels à un moment donné, c'est une chose peut-être à prendre en compte. Et peut-être que si on reprend dans un modèle Silva, se dire, moi je me mets en transe, je fais ma programmation, donc je fais ma suggestion à l'intérieur de moi en transe pour quelqu'un d'autre, c'est aussi se dire, je fais confiance, je ne sais pas comment et pourquoi, mais au fait qu'il y a la transe de l'autre qui pourrait réceptionner cette information-là, qui pourrait accepter cette notion-là. Comme à l'époque, ils avaient tenté de le faire pour prouver que les personnes qui recevaient des prières avaient un meilleur taux de guérison. Après, ça n'a pas été hyper précis, mais c'était quelque chose qui mettait dedans. Donc, du coup, se dire, faire confiance à la transe de l'autre. Et alors, du coup, parce que ce qui est intéressant, c'est que si on réfléchit comme ça, on pourrait se dire, est-ce qu'on fait confiance à la transe volontaire de l'autre ou à la transe du quotidien, le daily trance qu'on vit tous, et se dire que le daily trance, à ce moment-là, devient une espèce de réceptacle, de récepteur à des intentions qui seraient envoyées par d'autres personnes. C'est comme si dans tous les jours, vu que tous les jours, on a des cycles où on rentre en transe, se dire, c'est vraiment une supposition, mais si on garde cette idée-là, se dire c'est le moment où en fait on reçoit quelque chose, où on peut recevoir quelque chose, et faire confiance à la transe de l'autre serait peut-être de se dire, tiens, peut-être que ce que j'envoie sera reçu non pas immédiatement, mais peut-être dans un des moments de latence du quotidien, où il serait en transe, tu vois, une espèce de transe réceptive à ce moment-là. Tu vois, ça peut être rigolo de le voir comme ça, sachant qu'on n'a pas d'explication hyper hypnotique sur le pourquoi du comment. Donc, j'avais trouvé ça assez amusant, faire confiance à la transe de l'autre. Oui. Et c'est un sportif qui a dit ça. Ouais, c'était dans un animé d'un truc, et c'était un truc de sport, mais qui était où il parlait du flow, il parlait plein de choses. C'était un truc où c'était assez intéressant, parce qu'il parlait de flow, et il parlait à un moment, le gars dans son match, il n'arrive pas à atteindre le flow, puis il se dit, tiens, si je faisais confiance à l'autre, et vraiment, le mot qu'il utilise, c'est le mot trans, quoi. C'est assez amusant. Ouais. Alors, donc, la répétition est également cruciale. Si vous répétez cela assez fréquemment et sélectionnez n'importe quel domaine, la santé, les affaires, les relations familiales, les problèmes ou quoi que ce soit, en programmant comment il devrait réagir ou cela
pourrait fonctionner, alors il pourrait y avoir une prise de conscience de la personne et qu'elle fasse ce qui a été programmé pour eux par vous, ce qui est assez amusant. Donc la répétition, en gros, pour les plus spirituels d'entre vous, hein, c'est le fait quand vous priez régulièrement pour quelqu'un et se dire qu'il y a peut-être une influence du fait que vous priez, et plus vous le faites, plus vous dites qu'il peut y avoir une influence sur l'état de santé de la personne ou la réussite pour un examen ou pour un élément comme ça. Alors, programmation subconsciente secrète. Il est souligné que les personnes ciblées n'ont pas besoin, donc ça on l'avait vu aussi, hein, de savoir qu'elle est programmée. La personne n'a pas besoin de savoir, ça c'est ce qu'il disait à 11 minutes 28. Cela est considéré comme essentiel pour éviter les pertes d'énergie, à l'image des soupapes d'échappement et pour éviter la dépendance. Donc ça on en a un petit peu parlé la dernière fois, hein, mais cette notion qui est assez rare quand même, je trouve, chez José, de dire qu'il ne faut pas forcément que la personne soit au courant, alors que Lee vous l'a très souvent dit, notamment pendant les cas, on va prendre quelqu'un qui veut être aidé ou accompagné pour qu'il puisse nous donner des feedbacks, pour qu'il puisse nous donner quelque chose. Mais il est vrai que les attentions que vous portez aux gens, vous n'avez pas besoin de les prévenir à chaque fois que vous allez faire un travail sur eux, sachant que eux, vous les engagez à rien et vous engagez à rien. Alors d'autant plus les Silva, vous engagez jamais à dire il va se passer quelque chose. Dans l'idée, la suggestion est agréable, hein, se dire t'inquiète pas, je vais faire quelque chose, il se passera quelque chose, c'est une suggestion qui est intéressante. Mais du coup, est-ce que c'est la suggestion qui aura un feedback positif ou est-ce que c'est réellement le travail que vous aurez fait en alpha qui aura un feedback positif? Dans ce cas-là, on ne peut pas le savoir. Alors, utilisation des niveaux alpha-d'état. L'alpha est strictement physique, mental et le niveau idéal pour altérer les conditions psycho, tandis que θ est pour le physiologique. Le niveau alpha est l'endroit où l'on doit faire son choix et développer son désir. Ça aussi, on l'avait déjà vu. Le rôle de... ah oui, il revient sur cette notion de radiation infrarouge. On en a déjà parlé à quelques reprises. Est-ce que ce mot-là, c'est quelque chose que toi, tu as beaucoup entendu, la radiation infrarouge, hormis pendant ce cours-là? Infrarouge spécifiquement, non. Il a souvent parlé de ce champ d'aura autour de nous qui peut s'étendre à plusieurs mètres, mais toujours en mentionnant plusieurs types d'énergie. Donc, infrarouge, c'était juste un seul. Donc là, je suis un peu surprise, en fait, qu'il cible infrarouge spécifiquement. Alors, le mot en anglais, c'est infrared. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Donc, c'est bien ça. C'est la même chose, oui. C'est pas une... Oui, oui. Donc, ça... Ouais, pardon. Les ondes qu'on ne peut pas percevoir physiquement avec les yeux parce qu'ils sont trop lentes, oui. Juste en dessous du rouge. Donc, c'est un concept mentionné par Silva concernant la méthode de recherche mentale et d'aide aux patients, notamment en lien avec la question de la distance et de la proximité physique. Voici les quelques points abordés concernant la radiation infrarouge. Facilitation de la proximité. Les locuteurs pensent que la radiation infrarouge a grandement facilité sa présence physique auprès d'un jeune patient par rapport au fait de devoir sélectionner un des médecins pour travailler à travers lui. Travail distance via un tiers. Dans les cas où le chercheur ne pourrait pas être présent, il pourrait travailler à travers un tiers, comme un médecin, pour que sa radiation infrarouge atteigne le patient. Ceci est décrit comme étant équivalent à la présence du chercheur lui-même. L'idée est de contrôler ou de programmer cet individu pour qu'il rayonne de cette manière afin de saturer le patient en l'absence du chercheur. Absence de nécessité de proximité. Si le chercheur est autorisé à être présent dans l'environnement du patient, par exemple à l'hôpital, il n'a pas besoin de l'aide d'une tierce personne pour transférer de l'influence de radiation infrarouge et rayonnement par un tiers, renforcement. L'utilisation d'une troisième individu peut servir de mécanisme de renforcement automatique. Par exemple, on peut programmer un individu pour qu'il rayonne à chaque fois qu'il boit de l'eau ou de la présence d'un patient.
Dans un contexte plus large lié à la force de rayonnement, le locuteur suppose que le contrôle de l'humanité par une intelligence supérieure à distance pourrait s'effectuer par une force de rayonnement immédiate. Donc, on voit que c'est quand même entre un truc très spirituel et une perception qu'il a des choses. Cette notion-là d'influencer les autres au travers d'une personne qu'on a préprogrammée, entre guillemets, c'est quelque chose que tu as vu ou entendu beaucoup dans la méthode? Non, Ouais, hein. justement, 1988, quand je suis arrivée, on ne parlait plus de ça. Ouais. Bah, Ouais. C'était ça une m'étonne sorte pas trop. de guérison par procuration, quoi. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Hein. Ce qu'il a quand même gardé, c'était l'idée qu'on pourrait transmettre cette énergie et cette intention dans un objet physique. Et on pourrait programmer de l'eau, par exemple, et envoyer cette eau pour que la personne peut en boire. Ouais. Ou on pourrait programmer un cristal, ou on pourrait programmer, justement, Laszlo nous faisait toujours programmer notre manuel Sylvain. Il Ah ouais? voilà, pour que quand on était Ah, dans la présence, dans la pièce où il y avait cet objet, allait littéralement radier une énergie positive. Donc, ah ouais. on a parlé ça pour les objets physiques, mais je n'ai jamais entendu parler de faire ça à travers les êtres humains. Je suis sûre que s'il avait mentionné, j'allais m'en souvenir parce que ça m'a vraiment surpris quand je l'ai vu dans le programme. Oui. Ouais, et c'est là où la notion de mind control pouvait ne pas hyper bien passer. Parce que là, franchement, tu lis ça, déjà tu te dis, waouh, ça part loin. Mais tu te dis en plus, attends, là, il est en train de me dire que potentiellement, il peut ne pas être là à un moment donné, mais programmer une personne pour l'être, voire programmer une personne qui n'a pas rencontré, mais qui va programmer en amont pour servir d'intermédiaire et ne pas directement programmer la personne parce que la personne sera la figure d'autorité comme le médecin. Ah ouais, et là, on est vraiment dans la notion où mind control, donc pour ceux qui ne parlent pas anglais, un contrôle de l'esprit, pourrait faire penser à vraiment de la manipulation à distance par télépathie, globalement. Hein. Et bah, comme dit Lee, c'est quand même un truc on vous a quand même partagé un paquet d'ouvrages qu'on a lus à côté, des ouvrages qui sont en plus pas forcément hyper populaires, qui ont été pas forcément beaucoup vendus et autres, que Lee avait la chance de l'avoir chez elle ou qu'on a pu retrouver ou que moi j'ai retrouvé sur des eBay ou des trucs comme ça. Et même dans ces livres où il y a des moments, il y a des nouveaux concepts ou en tout cas peut-être des concepts plus spirituels et autres, pas une fois j'ai eu la sensation d'une notion qui pourrait être associée à une forme de manipulation de la part de José. C'est la seule fois, c'est le seul cours où on peut avoir cette sensation-là. Et se dire, c'est assez curieux son truc infrarouge, là, c'est très bizarre, très très bizarre. Très bizarre. On comprend qu'il était encore en recherche, on comprend qu'il était encore dans cette dynamique-là. Et je pense que ça, c'est important, hein, parce que, comme dit Lee, 15 ans plus tard, ça n'existait plus. Et jamais aucun instructeur n'en a parlé. Donc, hormis lui, ni même lui, parce que Lee l'a quand même vu suffisamment de fois dans différents types de séminaires, et même, on pourrait dire, il n'en parlait même pas dans le séminaire Ultimate. En Ultimate, jamais. Pourtant, en Ultimate, c'est là où vous faisiez tout ce qui était petit peu plus fun, on va dire. Voilà. Ça, c'était en 92 quand moi j'ai suivi le Ultimate. Et ce n'était plus du tout dedans. D'accord. Donc là, c'est vraiment, comme beaucoup de choses dans ce cours-là, hein, des choses qui ont disparu, qu'on n'a pas du tout aujourd'hui. Vous inquiétez pas, dans la méthode Silva, vous n'aurez pas un prof qui va vous dire, vous savez, éventuellement, vous prenez la personne qui va aller voir, la personne qui devrait voir, et vous allez la programmer pour qu'elle réponde à l'ensemble des suggestions que vous aurez. Il n'y a plus besoin. Mais par contre, maintenant, ça, c'est la version manipulatoire, on va dire. Un petit peu mind control, mais dark, pour moi. Maintenant, dans la méthode, et toujours pour ceux qui sont dans cette croyance et dans cette adhésion-là, il y a tout simplement aujourd'hui, vous pouvez ne pas connaître une personne et faire une programmation dessus. Point. Et il n'y a pas besoin d'aller s'occuper de quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on fait en 404, le 4e jour, hein, quand vous venez à la formation. Et c'est, on a des cas qu'on ne connaît pas,
personne ne les connaît, on a un papier et juste votre niveau, vos visions, vos perceptions, vos sensations, vos débriefs, votre correction, point. Et après, la personne vous dit, ah bah oui, effectivement, là, ça, tiens, t'as raison, parce que c'est exactement la problématique qu'elle m'a soulevée, etc. Et du coup, on n'est pas passé par personne, on a juste simplement exercé notre travail d'intuition à ce moment-là. Donc, ça nous fait enlever tout le côté de on va programmer quelqu'un d'autre. Et la correction reste une correction. C'est-à-dire que, souvenez-vous, dans la méthode, on n'est pas en train de dire qu'on est en train de guérir des gens, on n'est pas en train de dire qu'on est en train de transformer les gens, ni quoi que ce soit. On propose, au travers de l'image qu'on a de la problématique, une correction nous-mêmes pour que on suppose ou on souhaite qu'il y ait un impact de la transformation qu'on fait pour la personne qui a la problématique à ce moment-là. Alors, influence sur la matière et la physio, le cas des rats. Un des exemples les plus frappants de l'influence de l'esprit sur le physique concerne une expérience à l'hôpital de Anderson de Houston. L'intervenant a visité un laboratoire où des rats étaient où on a injecté des cellules cancéreuses à des rats. Il a demandé à un biologiste, le Dr Cheng, diplômé du contrôle de l'esprit. Donc, quand on dit diplômé du contrôle de l'esprit, diplômé Sylvain. Parce que là, on est encore sur la sémantique mind control qui après sera retirée. S'il remarquait des changements sur les rats du mur nord. Ah oui, on va revenir sur le nord-sud. Vous savez qu'il y a un truc avec la méthode Silva et le nord, le sud, l'est, le ouest. Bref, le mur nord, le fameux mur nord. Dr Cheng a alors proposé, si vous avez l'intention d'aider, allez-y et programmez les rats du mur ouest pour qu'ils aient un cancer sans être injectés. Maintenant, vous aiderez. Bizarre son truc. Non, à mon avis, ça doit être qu'il n'ait pas le cancer. Bon. Un mois plus tard, les rats non injectés du mur ouest avaient développé un cancer. Il m'a donné des photos en souvenir du rat qui avait développé un cancer sans aucune raison. Cet événement soulève des questions éthiques fondamentales sur l'utilisation de ses capacités. Et là, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est Robert Stone. Robert, dans son super bouquin, qui est Pouvoir extrasensoriel, hein, c'est ça Oui. PMS, le bouquin vert. Alors, si vous êtes venu en formation avec Lee, elle en avait toujours un bouquin qui est super cool. Moi, vraiment, c'est un de ceux que j'ai préférés, en plus de Robert, que j'ai trouvé vraiment, vraiment cool. Il est structuré comme ceux de José. Tu as l'impression que c'est un peu écrit pareil. Et celui-là, il est cool parce que il fait des choses que José ne propose pas. Il va faire tester, si vous aimez tester, il fait faire plein de tests rigolos, vraiment chouette. Mais j'aime bien derrière, il a le même truc qui dit, alors, ce que dans la méthode, on dit souvent, on ne peut pas utiliser ce niveau, tu n'iras pas à ce niveau de conscience pour faire du mal aux autres. Oui. Alors ça, c'est génial. C'est génial parce que c'est programmé et répéter, à dire, les gars, vous ne pouvez pas utiliser ce niveau de conscience pour faire du mal aux gens. Mais pourquoi il s'est dit ? Parce que c'est ça que j'ai bien aimé avec Robert, qui dit, bien sûr que vous ne pouvez pas, mais en fait, on le programme parce qu'on sait que potentiellement, on pourrait faire du mal aux gens. Et ça, j'avais trouvé que c'était assez intéressant de dire, on peut faire des trucs, mais ça n'a aucun intérêt. Étant donné que le but de tout ça, c'est faire que ça fasse du bien et que ça apporte. Et on peut reprendre la notion très Silva des choses avec l'intelligence supérieure. Le but est de rendre le monde meilleur. Le but n'est pas de vous faire plaisir pour un laps de temps et d'avoir de toute façon un contre-coup de ce que vous allez faire. Et ça, c'était plus Stone qui disait ça, qui dit « Ah vous pouvez le faire, hein, mais si vous faites du mal, vous allez vous manger du mal. » Et j'aimais bien cette notion de dire un peu karmique, dire tu peux toujours utiliser un niveau qui devrait être fait pour quelque chose de cool. Toujours la même chose. J'ai un couteau, mon couteau il peut servir à couper comme il peut servir à tuer. Et c'est la même chose. C'est de se dire
vaut mieux que tu utilises les choses de façon constructive et productive plutôt que de potentiellement faire du mal. Mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est peut-être un discours qui n'a plus été tenu par José après. C'est-à-dire que là, on sent encore il faisait encore des tests à dire mais jusqu'où on peut aller. Et c'est hyper sain parce que tu te dis, bah attends, je peux permettre à des gens de se sentir mieux et j'ai des feedbacks de personnes qui me disent qu'ils se sentent mieux. Et qu'est-ce qui me dit que je ne pourrais pas faire à des rats, bah justement, faire quelque chose d'autre. Et comme ça vous intéresse, eh ben, on va s'arrêter là. Comme ça vous fera regarder la vidéo qui suit. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire encore avec la méthode Silva? Vous le saurez bientôt après cette pause pour vous de 2 jours et pour nous de quelques instants avec Lee. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou à teaser? Non, justement, on est sur c'est comme les matinées de films quand on était enfant. Il y avait toujours un serial ou une série, et toujours à la fin, c'était qu'est-ce qui va arriver? Et on est sur le point de tomber du ravine, et puis la semaine prochaine, tout va bien. Exactement. Donc là, on est sur le cliffhanger. Soyez prêts. Et si vous avez cliffhanger, voilà. C'est ça. N'hésitez surtout pas à nous poser des questions, à nous donner vos retours aussi avec vos expériences, etc. vis-à-vis de tout ça. Et ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. B1, à très vite.